Buenos días, estimadas y estimados participantes a este encuentro virtual dedicado a Paul Celan. Bienvenidos. Soy Ioana Alexandrescu, soy lectora de rumano en la Universidad Autónoma de Barcelona y la organizadora y moderadora de este evento. Un evento que pretende homenajear a Paul Celan, como lo llamamos en rumano, hoy 23 de noviembre ¿Y cómo se llamaba el mismo? ¿Cómo? ¿Y cómo digo se llamaba el mismo? ¿Cómo se llamaba el mismo también? Hoy 23 de noviembre, cuando se cumplen exactamente 100 años desde su nacimiento en Czernowitz, decimos en rumano Cernăuți, entonces parte de Rumanía, hoy parte de Ucrania. Estamos aquí para celebrar este centenario leyendo, reflexionando sobre la vida y la obra de Celan a lo largo de este encuentro, que tendrá 3 partes. Empezaremos con una conferencia del profesor Karol Iancu, que será en francés, es profesor de la Universidad de Montpellier, sobre el Holocausto en Rumanía y sobre el trágico destino de la familia de Paul Celan. Seguirá el profesor Victor Ivanovic de la Universidad de Salónica con una conferencia en castellano titulada Paul Celan en su lengua de hospedaje. Y como última parte de nuestro encuentro tendremos una lectura de poesía. Un evento pues de historia y de poesía que desea recordar la dimensión rumana, sobre todo para emplear el sintagma conocido de Petre Solomon, de la vida y de la obra de Paul Celan. Sin más preámbulos, pasaremos a la primera parte de este encuentro, la conferencia que nos ofrecerá en francés el profesor Karol Iancu, titulada La Shoah en Roumanie et le destin de la famille de Paul Celan. El señor Karol Iancu es profesor emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Paul Valéry de Montpellier. Es doctor honoris causa por la Universidad de Oradea, por la Universidad Babeș-Bolyai de Cluj, la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iași y la Universidad Ovidius de Constanța. Es miembro de honor de la Academia Rumana. Es también oficial de la Orden de las Palmas Académicas Francesas. Es autor de una amplia obra científica dedicada a la historia de los judíos y a las relaciones internacionales, por la que ha recibido numerosos galardones. Entre sus libros mencionaré la Shoah en Roumanie, Montpellier 2000, Alexandre Shafran, Une vie de combat en faisceau de lumière, Montpellier 2007, Los judíos de Hârlău, Historia de una comunidad, Iași 2013, y la segunda edición de su libro Los mitos fundadores del antisemitismo, de la antigüedad a nuestros días, publicado en francés, Toulouse 2003, ha sido traducido recientemente al rumano. Profesor Karol Iancu, muchísimas gracias. Je vous remercie d'avoir accepté, Monsieur le professeur Karol Iancu, notre invitation et vous prie de commencer votre communication portant sur la Shoah en Roumanie pour nous donner cette dimension historique des faits. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de remercier et de féliciter notre collègue Maria Ioana Alexandrescu pour cette bonne initiative, pour cet hommage qui est rendu aujourd'hui 23 novembre 2020, c'est-à-dire exactement le jour, le centenaire depuis la naissance de ce grand poète que fut Paul Celan. Effectivement, on commémore aussi cette année, hélas aussi,
le 50e anniversaire de sa mort, puisqu'il est décédé en 1970. Deuxièmement, avant de commencer mon propos consacré à l'histoire des Juifs en Roumanie et surtout l'histoire de la Shoah, pour bien comprendre la destinée de ce poète qui s'est établi en France, il a vécu plus de 20 ans et auteur d'une œuvre exceptionnelle, de vous donner deux informations qui me paraissent importantes. C'est l'année du centenaire. Donc, pas mal de réunions ont lieu en hommage à Paul Celan et parfois certaines publications. Mon collègue de l'université de Jassy, en roumain nous disons Iași en Roumanie, le germaniste, le professeur Andrei Corbia, vient de publier, il y a à peine 2 mois, un ouvrage intitulé en roumain Nu vrea cicatrice, c'est-à-dire il ne veut pas de cicatrices. Il s'agit des études, un recueil d'études sur Paul Celan. Ce livre est paru aux éditions Polyrom de Jassy. Deuxième information qui me paraît importante, c'est de saluer le travail du cinéaste français Marc Sagnol. Peut-être vous avez entendu parler. Sinon, écoutez, il a réalisé un film documentaire extrêmement important qui s'intitule Les eaux du Boug. Boug, c'est une rivière, je parlerai tout à l'heure, entre le Boug et le Dniestre. Effectivement, il y a une province de l'Ukraine qui s'appelle la Transnistrie, dont nous allons parler. Et Marc Sagnol est parti sur les rivages du Boug pour retrouver l'histoire et le destin tragique des parents de Paul Celan. Ceci dit, donc mon propos concerne effectivement l'histoire très moderne des Juifs en Roumanie et pour comprendre aussi quel fut le destin de Paul Celan. Tout d'abord, je commencerai par l'année 1919. 1919, c'est l'année de la naissance de la Grande Roumanie. C'est-à-dire que l'idéal national roumain était de réunir tous les Roumains dans l'espace historique. Et effectivement, à la petite Roumanie du 19e siècle, qui se composait uniquement de la Valachie et de la Moldavie, à la suite de la Première Guerre mondiale, reviennent à la patrie mère, la Transylvanie, au nord-ouest, au nord-est, la Bucovine et à l'est, la Bessarabie. Tout ça, c'est important parce qu'effectivement, la Roumanie va doubler sa superficie, elle va arriver à presque 300 000 km², sa population d'environ 7 millions à presque 15 millions d'habitants. Et elle va tripler sa population juive. Il y avait dans la petite Roumanie à peu près un quart de million de juifs, 240 000 juifs, et 500 000 juifs vont se retrouver dans ces 3 provinces. Et c'est important, vous verrez pourquoi. En Transylvanie, il y a environ 200 000 juifs qui parlent hongrois, car ils étaient émancipés en 1867 et en partie magyarisés. En Bucovine, et là nous allons parler parce que c'est le pays natal de Paul Celan, la plupart des juifs parlent l'allemand, mais aussi le yiddish, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, cette province était une province de la couronne de l'Empire des Habsbourg, et effectivement, les juifs ont été en partie germanisés, et leur langue maternelle, surtout dans les milieux intellectuels, c'était l'allemand. Mais il reste aussi la langue yiddish, qu'on appelle une sorte de jargon, mélange d'hébreu et d'allemand, qui est une langue commune des juifs ashkénazes qui se retrouvent un peu partout en Europe, aussi bien en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Russie. À la différence que vous êtes en Espagne, des juifs d'origine hispanique qu'on appelle les séfarades. Il faut dire aussi qu'en Roumanie, il y avait aussi une communauté séfarade, notamment en Valachie. Eh bien, effectivement, entre les deux guerres, donc, se développe une vie très intéressante des Juifs en Roumanie, mais malheureusement, comme dans d'autres pays voisins, avec la montée des périls, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un phénomène international, le phénomène antisémite, qui est extrêmement important. Et selon moi,
comment dirais-je, l'antisémitisme est le vecteur du nationalisme. Il y avait effectivement beaucoup de minorités dans la Grande Roumanie. Presque 30% de la population, ce sont des allogènes. Il y a plus d'1,5 million de Hongrois en Transylvanie, presque 1 million d'Allemands en Transylvanie et dans d'autres régions. Le nombre de Juifs s'élève à presque 300, à presque 3/4 de million, 750 000 personnes. Eh bien, effectivement, en même temps, on assiste pendant ces 20 ans de la Grande Roumanie à un phénomène aussi d'intégration de ces communautés dans la Roumanie. Parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les Juifs de Transylvanie qui parlent le hongrois, les Juifs de Bukovine qui parlent l'allemand, les Juifs de Bessarabie qui parlent le russe, parce qu'auparavant, il faut dire que la Bessarabie, comme la Bukovine, faisait partie de la Moldavie roumaine historique et que la Bukovine a été occupée par l'Empire des Habsbourg, par l'Autriche-Hongrie par la suite, en 1775. Et la Bessarabie a été occupée par la Russie en 1812 et en partie, ils étaient russifiés. Mais il restait cette langue magnifique qu'on appelle la langue yiddish, qui était considérée comme un jargon, mais où toute une civilisation s'est développée. Or, voici que maintenant j'arrive à Paul Celan. Il est né donc en Bukovine, dans une famille effectivement, on peut dire bourgeoise, mais qui parle l'allemand. Sa maman aimait cette langue et en même temps, il entend aussi la langue yiddish qui est parlée également dans les rues de Tchernovitz. Il est né donc en 1920 dans une famille, on parle l'allemand comme je le dis, mais son père, effectivement, il était conscient de son judaïsme et il souhaitait que son fils apprenne aussi la langue biblique des Juifs qui est l'hébreu. On assiste à une sorte de renaissance de la langue hébraïque. Et voilà que si à l'école primaire, il suit une école de langue allemande, à l'école de jardin d'enfants, ensuite à l'école élémentaire, il va dans une école juive appelée Safa Ivria, qui veut dire en hébreu la langue hébraïque. Et au lycée, eh bien, il va dans un lycée roumain de Tchernoutz. D'ailleurs, la ville elle-même porte 3 noms. Au temps des empires de Habsbourg, s'appelait Tchernovitz en allemand. En roumain, c'est Tchernoutz. Et aujourd'hui, cette ville, comme le nord de la Bukovine se trouve en Ukraine, la ville s'appelle Tchernivtsi. Et donc, il suit ces écoles. Et il faut dire aussi que déjà au lycée roumain, il fait la connaissance aussi avec la langue française et la littérature française. Il va connaître déjà des grands poètes à la fois allemands et français, Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Rilke, les Français Verlaine et Rimbaud, et même les Anglais Shakespeare. La famille, le nom de famille de Paul Celan, c'est Anchel. Anchel, donc initialement son prénom c'était Pessard, devenu Paul Anchel, et en anagramme à l'inverse, il va prendre le pseudonyme Anchel écrit à l'envers, ça donne Paul Celan. Et donc, il faut dire aussi qu'à l'Institut français de Tchernovitz, bien entendu, il a pu apprendre et lire un certain nombre d'ouvrages. Voici qu'à 18 ans seulement, en 1938, il vient à Tours, en France, pour faire des études de médecine. Pour diverses raisons, il renonce, il repart à Tchernovitz, où il va suivre des cours de langue et littérature roumaine. Mais arrive la guerre, et malheureusement, la guerre va tout changer, va changer son destin. Déjà, il a commencé à écrire, à publier des poèmes quand il était adolescent, mais pendant la guerre, lui, il va survivre, mais ses parents non, il va perdre ses parents dans la sinistre Transnistrie. Et alors, comme souvent la géographie explique l'histoire, il faut dire que le sort des Juifs de Roumanie n'était pas le même selon les différentes provinces. Je m'explique.
en 1940, c'est la chute de la Grande Roumanie. C'est-à-dire qu'à la suite de l'ultimatum soviétique, la Bucovine du Nord, avec la ville de Tchernovitz et la Bessarabie vont être occupées par l'armée rouge. À la suite, donc, ça c'était initial, comment dirais-je, du traité du pacte Molotov-Ribbentrop, donc il y a le partage du pays, et au mois d'août 1940, la Transylvanie du Nord est occupée par la Hongrie. Et donc la situation des Juifs n'est pas la même. Et si vous voulez, la grande différence, la choix entre la Roumanie et la Hongrie, la suivante, les massacres vont commencer plutôt en Roumanie, on va voir, mais la moitié des Juifs vont rester en vie, tandis qu'en Hongrie, les Juifs vont rester la plupart en vie jusqu'à presque à la fin de la guerre. Et en 1944, l'immense majorité des Juifs de Hongrie, plusieurs centaines de milliers, parmi eux tous les Juifs de la Transylvanie du Nord qui parlaient le hongrois, mais en partie aussi le roumain et le yiddish, vont finir à Auschwitz. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous sommes en 1940, c'est la chute de la Grande Roumanie, et effectivement, l'antisémitisme devient officiel déjà auparavant avec le premier gouvernement de Goga Kuza, fin 1937, début 1938. C'était le premier gouvernement raciste en Roumanie, le deuxième antisémite en Europe, qui prend toute une série de mesures. Ce gouvernement va tomber, mais l'antisémitisme va s'accroître dans les années 1938-1940. L'année 1940, c'est la chute de la Grande Roumanie. Le 8 août 1940, c'est effectivement, comment dirais-je, le statut des Juifs. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on donne la définition raciale des Juifs. On va savoir effectivement contre qui on va pouvoir prendre toute une série de mesures discriminatoires. Ensuite, à la suite de la chute de la Grande Roumanie, le général Antonescu accapare le pouvoir, le roi Carol doit partir en exil et pendant 6 mois, Antonescu va gouverner avec les représentants de la Garde de Fer, qui est un mouvement fasciste roumain. Et effectivement, à partir de ce moment-là, pendant 6 mois, nous assistons à une situation extrêmement difficile, à la fois pour la Roumanie et surtout pour les Juifs. Un véritable régime, je dirais un véritable régime de terreur s'instaure dans la Roumanie de l'époque. Vous me voyez maintenant? Allô? Donc, effectivement, ce que je dois dire maintenant, c'est ce qui s'est passé dans les différentes régions de la Roumanie pendant la Shoah. Donc, en 1940, c'est la chute de la Grande Roumanie, c'est la fin de la chute de la Grande Roumanie, c'est le comment dirais-je, on a vu le statut de juif, et en janvier 1941 a lieu un pogrom à l'occasion de la rébellion des gardes de fer contre Antonescu, et pendant ce premier pogrom, 120 juifs sont massacrés dans la ville de Bucarest. À la suite, les légionnaires sont vaincus, mais l'antisémitisme continue en Roumanie. Et malheureusement, en 1941, donc, Antonescu décide d'entrer en guerre du côté de l'Allemagne pour récupérer la Bessarabie et la Bucovine. Et effectivement, toute une série de mesures sont prises à l'encontre des Juifs. Les Juifs sont éliminés des villages, ils sont obligés d'évacuer les villages, et a lieu à ce moment-là, dans la ville de Jassy, à la fin du mois de juin, un premier pogrom, malheureusement un premier pogrom gigantesque de la Deuxième Guerre mondiale,
plus de 13 000 juifs massacrés, en partie en ville, dans la ville de Jassy, et les autres dans 2 trains où ils ont été asphyxiés. Et donc, je dois rappeler ici que un film qui a été consacré au pogrom de Jassy, ce film, il s'intitule effectivement La mort en face, et il a été réalisé par William Carell et Nelu Cohn, et il est passé à la télévision française sur FR3. Mais on peut encore le visionner. Donc, je rappelle ce film important pour lequel d'ailleurs j'étais le conseiller historique, La mort en face. Donc, après le pogrom de Jassy au mois de juin, qui est effectivement un des premiers pogroms gigantesques de la Deuxième Guerre mondiale, même l'écrivain Malaparte parle dans son roman Caput de ce pogrom. Effectivement, l'armée roumaine et l'armée allemande vont entrer en Bessarabie et en Bucovine, et à ce moment-là vont avoir lieu de terribles massacres. À l'instar des nazis qui voulaient transformer l'Allemagne dans un État Judenrein, les autorités roumaines introduisent le slogan Curățirea României de Jidani, c'est-à-dire la Roumanie nettoyée des Iupins. Et le 8 juillet 1941, Mihai Antonescu, le vice-premier ministre, annonçait dans la séance du Conseil des ministres la décision de déporter les Juifs de Roumanie, en commençant par ceux des provinces orientales et septentrionales, donc de Bessarabie et de Bucovine, en déclarant, je cite, « Au risque de n'être compris par certains traditionalistes qui pourraient être parmi vous, je suis pour la migration forcée de tout élément juif de Bessarabie et de Bucovine qui doit être jeté au-delà des frontières. Cela m'est égal si dans l'histoire nous serons considérés comme des barbares. Il n'existe pas dans notre histoire moment plus favorable. S'il est nécessaire, tirer avec la mitrailleuse. » La purification ethnique décidée par Ion Antonescu s'est effectuée par des déportations massives, mais aussi par des exécutions en masse. L'avance des armées roumaines et allemandes à l'intérieur de l'URSS, la reconquête des anciens territoires roumains eurent des conséquences terribles pour les Juifs qui s'y trouvaient. Des dizaines de milliers de Juifs de la Bucovine du Nord et de Bessarabie ont été tués avant le 1er septembre 1941. Entre le 22 juin et le 30 juin 1941, presque toute la population des communes rurales a été exterminée. Si je prends qu'un seul exemple, à Banille-sur-Sirette, quelques Juifs seulement furent tués, mais découpés en morceaux, je cite, afin qu'avec leur sang, l'on engraisse les essieux des chariots. Et donc, effectivement, il faut dire qu'il y a eu des massacres terribles dans la ville même de Tchernoutz, où lors de l'entrée de l'armée allemande et roumaine, 2000 Juifs ont été massacrés dans les rues et dans les maisons, le jour de l'occupation de la ville, le 5 juillet. 300 Juifs ont été tués dans les 2 jours qui ont suivi. À Kishinev, plus de 10 000. Et donc, les survivants de ces massacres ont été envoyés dans une région, province qu'on appelle la Transnistrie, un morceau de la, effectivement, de l'Ukraine, qui a été donné cadeau par les Allemands au régime d'Antonescu pour sa participation à la guerre. Et la Transnistrie, effectivement, c'est l'endroit où les Juifs ont été envoyés et là-bas ils ont connu une mort atroce. Dans mon livre que j'ai consacré à la Shoah, j'ai cité un certain nombre d'ambassadeurs et de consuls de France qui étaient témoins de ce qui s'est passé. Et donc, je veux, pour comprendre un peu la tragédie de la famille de Paul Celan sur laquelle je reviens tout à l'heure, je vais juste vous citer effectivement l'ambassadeur Jacques Truel qui nous dit ce qui s'est passé au début en Bucovine.
J'ai appelé à plusieurs reprises, nous dit l'ambassadeur de France, les mesures prises par le gouvernement roumain contre les Israélites. Les excès même de certains fonctionnaires subalternes ou des soldats brutaux ne semblent pas avoir pour effet de faire hésiter les membres du gouvernement qui poursuit une politique antisémite de plus en plus rigoureuse sans se soucier de l'esprit dans lequel elle est appliquée. C'est ainsi que le nouveau gouverneur de Bukovine, Rioșanu, vient de déclarer que dans cette province, les Juifs ne pourraient circuler qu'entre 6h et 20h et ne devraient pas constituer des groupes de plus de 3 personnes. Ils ne pourront effectuer leurs achats qu'entre 9h et 11h. Quiconque commettra un acte de violence contre les officiers et soldats roumains ou italiens seront exécutés sur place. Et donc, effectivement, nous avons un autre témoignage qui concerne toujours Jacques Trouel et qui nous dit exactement ce qui s'est passé en Bukovine. Cette légation, nous dit Jacques Trouel au mois de novembre 1941, a eu l'occasion à plusieurs reprises de signaler au département des mesures prises soit par le gouvernement, soit par des autorités subalternes plus ou moins qualifiées à l'encontre des Juifs. Il semblait que les horreurs dans la ville de Jassy avaient été le théâtre au mois de juillet, et dans ma lettre j'en ai rendu compte. Depuis lors, le gouvernement roumain avait paru sensible à la réaction de l'opinion publique, tant à l'intérieur qu'à l'étranger, devant ces atrocités. Et dans le courant de septembre, on a eu l'impression qu'une certaine détente se produisit. Certes, les autorités roumaines prenaient des mesures telles que le recensement de tous les Juifs de sexe masculin de 15 à 50 ans pour les contraindre à effectuer des travaux publics sur les routes, entretien des voies de chemin, etc. Il a été décidé de déporter en Russie, au-delà du Boug, tous les Israélites établis en Bessarabie et en Bukovine, y compris les régions méridionales de ces dernières provinces qui n'avaient jamais été occupées par les Russes. Et ce plan de déportation, qui avait été élaboré dans le plus grand secret, a été mis en œuvre dans le courant du mois d'octobre. J'ai pu recueillir des témoignages précis sur ces déportations dans la bouche même des Roumains revenant des régions récemment délivrées de l'occupation soviétique, ainsi que des témoignages parvenus à Bucarest dans les lettres expédiées par les malheureux exilés. Je cite, « Le jour fixé, je continue, la population juive de ces régions reçut l'ordre des autorités locales de présenter dans un délai de 4 à 6 heures à la gare, munis de vivres pour quelques jours. Dans certaines villes, la somme maximale d'argent que chaque personne pouvait emporter était de 2000 lei, soit 200 francs. Aucune exception n'était faite en faveur des personnes âgées, des malades et des enfants. Au moment du départ, on voyait des malades emportés sur le dos de leurs coreligionnaires, certains juifs au comble de désespoir se suicidaient. La peine de mort ayant été dictée pour tous ceux qui seraient porteurs d'or de l'argent dépassant 2000 lei, les uns tentaient d'acheter quelques vivres en échange de leurs bijoux, d'autres brûlaient leurs billets de banque. Ceux qui, dans quelques cas exceptionnels, obtenaient la permission de revenir à la gare chez eux pour y prendre quelques objets, trouvaient la maison déjà pillée. À Tchernoutz, le local mis à la disposition des Juifs, en attendant le départ, était trop petit. Ceux-ci durent coucher à la Belle Étoile. Ils furent ensuite embarqués dans des wagons à bestiaux, en raison de 60 à 80 par wagon. Les trains furent dirigés à Mogilev, où ils arrivèrent au bout de 3 ou 4 jours. Il y avait des victimes parmi les déportés, des malades que le transport avait achevés ou des personnes qui étaient mortes de froid. À Mogilev, toutes les maisons ayant été détruites au cours des hostilités, les Juifs durent à nouveau coucher en plein air. Puis ils reçurent l'ordre de partir à pied vers une direction inconnue, en parcourant de 200 km en raison de 15 à 20 km par jour. Bien entendu, ils ne recevaient aucune nourriture et n'ayant plus d'argent, il leur était impossible d'en acheter. Certains officiers contraignaient les jeunes filles à se prostituer pour un morceau de pain. Les routes étaient bordées de cadavres et seuls les hommes et les femmes les plus vigoureux
purent résister à ces épreuves. Voilà dans la tragédie du judaïsme bukovinien. Il faut dire aussi que grâce au maire Popovitch, un certain nombre de Juifs ont pu rester sur place. On a déporté les Juifs, on a ghettoisé d'abord, on a fait un ghetto à Tchernovitz, et puis le ghetto a été vidé, envoyé en Transnistrie. Les parents de Paul Celan, ils ont échappé à la première vague de déportation en 1941, mais pas dans la deuxième vague, car entre environ 180-185 000 Juifs ont été déportés en Transnistrie. La famille, donc les parents de Paul Celan, lui, comme il était jeune, il a été pris dans un camp de travail à Tăbărești, donc en Roumanie, et il a quitté la ville de Tchernovitz à ce moment-là, tandis que ses parents, en 1942, ils ont été effectivement déportés en Transnistrie, près du Boug, la région de, comment dirais-je, de Transnistrie se trouve entre le Dniestre et le Boug. Et de l'autre côté du Boug, il y avait des camps allemands, et là, c'était vraiment des véritables camps d'extermination. Les parents ont pu effectivement se retrouver dans un camp près du Boug, et nous avons aussi un témoignage les concernant par l'écrivain et le peintre Arnold Dagani, qui a écrit un livre Groapa este în livada cu vișini, c'est-à-dire que la fosse se trouve dans le jardin, dans le verger avec des griottes. Et donc, malheureusement, le père est mort de maladie typhus eczématique et sa mère a été tuée là-bas dans des conditions horribles. Voilà donc effectivement ce qui s'est passé. Après la guerre, il a survécu, il a appris en 1943 la mort de ses parents, il arrive à Bucarest, il était anéanti car il était très lié bien entendu à ses parents, très lié à sa maman, et il se retrouve dans la ville de Bucarest où effectivement il va travailler pour une maison d'édition Libreria Russe, et je pense que mon collègue, le professeur de Salonique va parler de ceci. Et je voulais juste dire que son œuvre a été marquée par ces atrocités de la Shoah. Mais je ne peux pas finir sans rappeler que, heureusement, la moitié de la population juive a échappé à la Shoah, dans la mesure où en 1942, les Juifs de Valachie, de Moldavie, de la Transylvanie du Sud, qui eux aussi devaient partir, mais cette fois-ci en Pologne, dans la ville de Bełżec, donc pour être anéantis là-bas, eh bien un miracle a eu lieu, car le gouvernement roumain, à la suite de diverses interventions, parmi lesquelles le président de la communauté juive Filderman et le grand rabbin Alexandre Safran, quelques interventions de nonces apostoliques, finalement le gouvernement d'Antonescu a renoncé à son projet d'envoyer les Juifs qui sont restés en vie, qui n'ont pas été tués en Bessarabie-Bukovine et Transnistrie, de ne pas les envoyer à Auschwitz. Voici pourquoi presque la moitié des Juifs roumains sont restés en vie. Ils sont restés en vie aussi parce qu'il y avait toute une série de Roumains qui s'opposaient à cette politique antisémite qui a été celle du régime d'Antonescu. Je finirai mon propos, c'est pas que j'étais pas trop long, en disant que Paul Celan, par son œuvre, par ses poèmes tout à fait extraordinaires comme La fugue de mort, il incarne la conscience de tout un peuple assassiné. Il nous laisse un message humaniste, de la même manière qu'un autre grand poète qui, lui, il s'est fait connaître en France et qui s'appelle Benjamin Fondan, lui originaire de la ville de Jassy de Moldavie, et qui, lui, malheureusement, a fini à Auschwitz. Et dans son livre Superflumina Babylonis, il a dit cette phrase qui reste: n'oubliez pas que je suis un innocent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup,
Monsieur le professeur Carol Iancu, pour cette intervention qui nous donne une perspective historique sur la vie de Paul Celan et pour cette dimension historique toujours nécessaire, mais je pourrais dire que dans le cas de Paul Celan, incontournable. En effet, cette histoire atroce a marqué complètement l'œuvre de Celan et aussi sa vie. Donc, je vous remercie beaucoup por votre intervención y ahora pasamos a seguimos con nuestro otro invitado de lujo, el señor profesor Víctor Ivanovich. Creo que tiene el micrófono apagado. ¿Podría por favor encender su micrófono, señor profesor Ivanovich? Ya está. ¿Así está bien? Sí. Ahora ya está todo perfecto. Voy a hacer una presentación del profesor Víctor Ivanovich. Es profesor emérito en la Universidad Aristóteles de Salónica y autor de una extensa obra de crítica y teoría literaria que comprende los libros Tríptico Neohelénico, Cavafis, Seferis y Kelianos, Atenas 1979, Surrealismo y Surrealismos, Grecia, Rumanía, Países Hispánicos, Atenas 1997, El mundo de la nueva narrativa hispanoamericana, Quito 1999, Gabriel García Márquez y su reino de Macondo, Madrid 2008, Premio Sal de Ensayo 2007, Itinerarios Cervantinos, Quito 2016, En torno a la narrativa de Álvaro Mutis, Puebla 2017, entre otros libros publicados en rumano, griego y español sobre temas pertenecientes a los estudios hispánicos, rumanos y neohelénicos. Por su labor como hispanista, ha sido condecorado con la Orden del Mérito Civil de España, grado de encomienda. Su actividad como traductor literario es asimismo amplísima. Ha traducido, entre otros, a Odisea Elitis, al rumano y al español, a Octavio Paz, al griego y al rumano, a Gelu Naum, al griego y al español, a Nikita Stănescu, al griego, etc. Los poemas rumanos de Paul Celan vieron la luz en su traducción en 2005 por las prensas universitarias de Zaragoza. Su traducción al griego le pertenece también. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un lujo tenerlo aquí y le doy la palabra. Gracias, Ivana. Gracias a todos vosotros y espero no aburriros demasiado. Entonces, Paul Celan, o Celan, mejor dicho, y voy a explicar por qué, en su lengua de hospedaje. La vida y obra de Paul Celan nos hacen sentir la existencia de una fuerte tensión entre su desarraigo físico y el complementario implante o trasplante idiomático. En efecto, la biografía del autor de la Todesfuge, la fuga de la muerte, fue un sinfín de fugas que solo se detuvo, pero de veras se detuvo, tras la fuga final. Dicha odisea empezó en la Bucovina de sus años mozos, donde el adolescente Paul Pesa Ángel vivía razonablemente feliz hasta que aquel espacio, dice él, en que hubo hombres y libros, eine Gegend in der Menschen und Bücher lebten, quedó sumergido por oleadas sucesivas de invasiones. La soviética de 1940, la reconquista rumano-alemana de 1941 y de nuevo la ocupación soviética desde 1944. Y tocó a su fin en el duro París de los poetas metecos, donde, para citar los versos de Dinu Flamund, un gran poeta rumano de mi generación,
el triplemente exiliado Paul Celan, caballero de la Rosa de Nadie, desapareció de la Rue de Longchamp una tarde de vino vertido en la mesa, escurriéndose en tenue hilo hacia el Sena como sangre. Por otro lado, la lengua es la casa del ser, como dictaminó Heidegger, y como Celan estaba inclinado a sentir, ya que más de una vez él mismo afirmaría que la patria del poeta era su lengua materna, con una apostilla, sin embargo, que en su caso cobra un acento dramático. Dice, aun cuando el poeta es judío y su lengua el alemán. Hablando y escribiendo pues en alemán, el poeta judío, si bien está en la casa del ser, difícilmente esta puede ser su casa. Por consiguiente, él ha de practicar el alemán desde espacios extraterritoriales y con ánimo a menudo hostil. Sus palabras serán barrotes del idioma, Sprachgitter, y sus ritmos un retorcido jadeo, Atemwende. Celan se vengará, diríase, del habla nativa, imponiéndole un tono gris y seco, un grado cero de la poeticidad, cuyo aire rarefacto solo es nutricio para la rosa de nadie, di Niemands Rose. El propósito de todo ello será enajenar el idioma materno y en este mismo enajenamiento arraigar su propia identidad. Tal gestión poética alcanzará su meta en un gesto final de radical nihilismo que convertirá a Paul Celan en el que siempre ha sido. Digámoslo en palabras de Mallarmé, tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Después de tantos desencuentros, el poeta y su lengua materna moran ya juntos en casa de nadie, en el utopos del exilio. Pocos saben que en el pertinaz nomadismo de Paul Celan hay un alto en una ciudad y una lengua que le hospedaron sin ser las suyas, pero tampoco ajenas. Se trata de Bucarest, donde el poeta vivió, y del idioma rumano en el que escribió entre 1945 y 1947, antes de la segunda y definitiva etapa de su triple exilio. En la capital de Rumanía, país que había sido cómplice del holocausto nazi antes de padecer a su vez el holocausto stalinista durante el siguiente medio siglo, el joven sobreviviente pasó 2 años, dispuesto, a pesar de los pesares, a hacer caso omiso de recuerdos traumáticos y señales aciagos para gozar de un instante fugaz de alegría, amistad y regocijo amoroso. Asimismo, cambió de apellido. Celan, como se ha dicho, es Ángel con inversión silábica y normalización ortográfica a la romana, por cuanto hay que pronunciarlo Celan, no Celan ni Celan. Y bajo la nueva identidad civil estaba forjándose un estatus de escritor profesional. Como Paul Celan, firmó versiones de los clásicos rusos. Por ejemplo, un héroe de nuestro tiempo, Geroi Нашего времени, de Mikhail Lermontov. De paso se ha dicho, recuerdo en mi infancia, en la biblioteca de mi padre, había exactamente esta edición, esta traducción, y lo leí en rumano, porque el ruso no me era accesible, en la
versión de Paul Celan. Poco a poco también empezó a sacar a luz sus poemas originales. La celebérrima Todes Fuge se publicó por primera vez en rumano, traducida por su amigo Petre Solomon, bajo el título de Tangul Morții, el tango de la muerte. En tanto que la revista internacional y plurilingüe de vanguardia Ágora, dirigida por el poeta Ion Caraion, acogió piezas del primerizo poemario celaniano Die Zand aus den Urnen, la arena de las urnas. Con posterioridad, Caraion sostuvo incluso haber sido el causante de la opción definitiva de Celan por el alemán, al solicitarle para Ágora los originales de poemas entregados inicialmente en traducción o autotraducción, debido simplemente a que en aquel momento Caraion tenía de sobra material rumano, en cambio estaba corto de textos extranjeros. Poco después, una oportuna corazonada empujó al principiante literato saltar literalmente en un camión del Ejército Rojo, atravesar la Europa central devastada por la guerra, pero de fronteras todavía permeables, y apearse del vehículo en Viena. En Bucarest, pues, Paul Celan, antes de Celan, no sabía todavía, ni tenía muchas ganas de saberlo, si al final echaría raíces en el país natal y su lengua de hospedaje, o los abandonaría para seguir fiel a su lengua materna. Precisamente desde la perspectiva de tal indecisión, durante el breve interludio bucarestino, nuestro autor garabatea en sus ratos de ocio, en rumano, sus 16 poemas, digamos, pre-celanianos. Para volver a la relación entre casa y lengua, que para Heidegger era una ecuación y para Celan un dilema, escribiendo en rumano, el poeta de Bucovina está en casa y, pese a que aquella no es la casa de su lengua, habitarla le produce a todas luces placer. En el idioma de hospedaje, él practica un metaforismo desenfadado, exuberante, muy distinto del clima de su poesía alemana que acabo de describir. Es esta una señal inequívoca de que en la obra de Celan también existe una dimensión rumana, la cual, ojo, llega sin embargo más allá del mero aspecto hedonístico y abarca un radio más amplio que el de sus poemas juveniles. Antes que nada, dado el tenor galófilo y hasta galómano de mucho arraigo en las letras rumanas, al frecuentarlas de cerca, el joven poeta se dotó de algunos principios e instrumentos estéticos muy distintos de aquellos que traía desde su tierra de origen. Allí él había recibido una formación literaria de parámetros algo obsoletos, por ejemplo, el neorromanticismo, o sea, el simbolismo austríaco, Rilke, Hugo von Hofmannsthal, etc., o provincianos, el expresionismo germano-hebreo de Bucovina, Alfred Margul Sperber, Rose Ausländer, Alfred Kittner y otros. En cambio, el milieu intelectual bucarestino le facilitó sintonizar con sectores vinculados a la vanguardia francesa, sin duda más radical que la de expresión alemana. Por ello, me atrevería a decir, con toda la cautela del caso, que los poemas pre-celanianos de Paul Celan, pese a ciertas imperfecciones juveniles, están harto adelantados en sus premisas
y que por tanto su estudio puede proporcionarnos ciertas claves útiles para la mejor comprensión de su obra poética de madurez. Pero por supuesto son los germanistas quienes deberían abordar y en lo posible zanjar el asunto. Las premisas de avanzada que acabo de aludir otorgan a la poesía prechelaniana de Celan un carácter rotunda y explícitamente surrealista, tanto desde el punto de vista estilístico como desde aquel de su contexto histórico. De lo primero, espero que os convenza los poemas que se leerán enseguida. Finalizando mi intervención y en aras de contextualizar nuestro tema, me toca añadir aquí cierta información sobre el segundo aspecto del surrealismo en la obra de Celan. Tras una entreguerras abundante en grupos y grupúsculos de vanguardia, el surrealismo como corriente aparece en Rumanía en la década de los 40, bajo la forma de un núcleo formado por los poetas Gelu Naum, Gerasim Luca, Virgil Teodorescu y Paul Pogun, el artista gráfico y psicoanalista Dolphy Trost y los pintores Jacques Herold y Victor Brauner, o a la francesa Victor Roner, el último desde Francia. Aunque muy jóvenes, apenas lindando los 30 años, todos habían participado en actividades vanguardistas en su propio país y los que habían alcanzado viajar a Francia estuvieron en contacto con el centro parisino del movimiento surrealista internacional, agregado alrededor de André Breton. Debido a la coyuntura política local e internacional, los surrealistas rumanos solo pueden manifestarse conjunta y públicamente entre 1944 y 1948, o sea, durante el breve lapso casi democrático entre la caída de la dictadura fascista y la instauración de la comunista. No alcanzan a sacar su revista de combate planeada a llamarse Gradiva, pero difunden sus textos poéticos y teóricos en rumano y francés a través de dos colecciones editoriales creadas ad hoc, Infra Noir y Es Surrealisme. También organizan muestras colectivas, como la que lleva el título de Présentation de graphie colorée de cubomanie et d'objets en 1945, y cuyo catálogo constituye un valioso manifiesto del grupo. Participan asimismo en la Exposición Surrealista Internacional de París en 1947, acogidos con entusiasmo por Breton mismo, quien alaba la capacidad de los amigos de Bucarest de inventar nuevos deseos. Aquí se puede ver el texto escrito para esa exposición por Breton y titulado Devant le rideau. La corta y azarosa vida del grupo, como tal grupo, acabó en 1948, con la estalinización completa del país después de derrocada la monarquía constitucional. No es pues de extrañar que Luca, Trost, Pogun y Herold decidieron expatriarse intempestivamente. Por su lado, Teodorescu expió sus pecados ideológicos pasándose con armas y petates al campo del oficialismo. Finalmente, Gelu Naum atravesó un largo y penoso exilio interior del que salió convertido en el más importante poeta rumano de la posguerra. En el periodo bucarestino de Celan, coincide con la fase visible del surrealismo rumano.
el poeta de Bucovina, se movía en territorios aledaños sin llegar a pertenecer formalmente al grupo, pero manteniendo contactos personales bastante estrechos con Paul Poun y con Gerasim Luca, a quien volvería a frecuentar en París. No es importante ni es posible saber a ciencia cierta quién y hasta qué punto le influyó puntualmente. Tampoco es probable que su cultura surrealista solo sea producto del encuentro con el grupo bucarestino. Lo realmente significativo para mí es que la poesía escrita por Celan en rumano se baña, sin embargo, en la misma atmósfera del movimiento surrealista rumano. Transcribo a continuación un ejemplo harto elocuente extraído de Poema para la sombra de Mariana, donde la dinámica del encuentro fortuito y la escritura automática no solo crean objetos metafóricos nunca vistos, sino también proyectan deseos insólitos, semejantes a aquellos que estremecían a André Breton. Os leo pues este fragmento y más tarde escucharéis el poema en su integralidad. Alguno que otro cuerpo fatigado en medio de un oscuro reposar. Velo pues como flota entre las hierbas con sus alas tendidas. Velo pues como sube por una escalera de muérdago hacia una casa de cristal donde con grandes zancadas pasea una planta marina. Convéncete. Ya es tiempo de que me hables entre sollozos, de que descalzos caminemos hacia allí, de que ella nos lea la buena aventura, si el luto bebido en la copa o en la palma de la mano, y que la planta alocada adormezca en tanto escucha tu respuesta. Golpeándose contra la oscuridad, que chirrien las ventanas de la casa, diciéndose una a otra lo que ya saben, pero sin enterarse en absoluto de si nos queremos o no. Aún más significativo me parece que el poeta comulgara hasta el final con el destino del surrealismo rumano. Porque en Rumanía el surrealismo no murió de muerte natural, ni quedó superado como sostienen algunos, sino que saltó en pedazos bajo los brutales golpes de garrote stalinista. Una de sus astillas es la creación de Paul Celan en su lengua de hospedaje. Perdida y olvidada entre la maleza del exilio, logra todavía seducirnos con sus destellos cada vez que la acaricia un rayo amigo de sol. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Víctor Ivanovich, por esta conferencia, por habernos hablado de este periodo luminoso, digamos, de la vida de Paul Celan, un periodo dentro de lo que cabe después de los horrores de la guerra, después de la muerte de sus padres, un periodo de juego, un periodo lúdico, en el que ha tenido más amistades, como él mismo lo admitía, más amistades que en toda su vida, larga vida, ¿no? De 20 años en París. Es interesante, poca gente conoce, no necesariamente poca gente, pero muchos no conocen que Celan ha escrito también en rumano. Puede ser visto esto como una contradicción incluso frente a lo que él mismo decía, que es imposible ser bilingüe como poeta, que es puro oportunismo, escribir en varios idiomas, poesía. Sin embargo, escribió en rumano, escribió poco,
pero escribió unos poemas que echan luces sobre su desarrollo posterior y además escribió poemas en prosa, lo cual, si bien no es hapax, es muy, no lo ha vuelto a hacer, ni ha vuelto a escribir en otro idioma que no fuera el alemán, solo en rumano, ni ha vuelto a escribir poemas en prosa. Ahora pasaremos, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y por esta conferencia. Pasaremos a una lectura de poesía que abrirá el profesor Ivanovic con unos de los poemas rumanos de Paul Celan. Entonces, voy a leer el original y quisiera que Ioana o otra persona lea la traducción. Azi noapte. Din pomii sădiți de amurg în odăile noastre incendiate, vom desprinde încet porumbei de sticlă, frunzișul de-a pururi foșnind. Ne vor crește pe umeri și brațe și nu va fi vânt. Și o baltă de umbre va fi, în care nu prinzi rădăcini. Un lac înghețat, în care își dispută coroana de solzi înecații, iar viața e barca la mal părăsită de vâsle. Un glas va veni dinspre flăcări, spre noi să-și păteze cu sânge argintul, să anunțe întors din incendiu. Nu eu, ci ei singuri știu ora. Și atunci vor porni din pustiu să-și deșerte nisipul în preajmăți, să fie și munți împrejur, să rămânem în valea tristeții. Și tu vei desprinde încet porumbei de sticlă, arar câte unul, iar când vor plesni în văzduh, vei vorbi în neștire cu mine. Esta noche. Traducción al castellano por Víctor Ivanovic. De los árboles que plantara el ocaso en nuestras alcobas incendiadas, descolgaremos las palomas de vidrio, el follaje de perenne susurro. Brotarán de nuestros hombros también brazos, y el viento dejará de soplar. Solo habrá un pantano de sombras, en donde nadie puede echar raíces. Un lago congelado, en cuyo fondo los ahogados se disputan la corona de escamas, y en cuya orilla la vida es lancha varada de remos ausentes. Se nos acercará una voz de entre las llamas para manchar de sangre su plata, y anunciará, de vuelta a la hoguera, ellos, no yo, son los que conocen la hora. Y entonces ellos llegarán de los desiertos para verter su arena a tu costado. Y alrededor ya habrá montañas, y moraremos en el valle del pesar. Y tú empezarás a descolgar las palomas de vidrio una a una, que estallarán en el aire, mientras tú me hablarás sin cesar. Bueno, este poema, que no tiene título, pero que lo titulé tomando la primera frase. Al día siguiente iban a iniciarse las deportaciones. Es, si queréis, una versión, digamos, metafísica, surrealista de la fuga de la muerte. También el clima es el del Holocausto, el desasosiego, la esperanza de salvarse que queda más bien, cae más bien en saco roto. Al día siguiente iban a iniciarse las deportaciones. La noche anterior llegó a mi casa Rafael
vistiendo una desesperanza tan vasta hecha de seda negra, con capucha. Sus miradas incandescentes se cruzaron sobre mi frente y mis mejillas empezaron a chorrear vino, y el vino inundó el suelo y los hombres lo sorbieron en sueños. «Ven conmigo», me dijo Rafael, y echó sobre mis hombros, demasiado rutilantes, una desesperanza igual a la que llevaba él mismo. Yo me incliné sobre mi madre y la besé incestuosamente antes de salir. Afuera, un enorme enjambre de mariposas grandes y negras que llegaban desde los trópicos me cerró el paso. Rafael me arrastró tras él y juntos bajamos hacia la línea del ferrocarril. Bajo mis pies sentí los rieles, muy cerca se oyó el silbido de una locomotora y el desasosiego me llenó el corazón. El tren pasó encima de nuestras cabezas. Abrí los ojos. Delante de mí, en un espacio infinito, un enorme candelabro con miles de brazos. ¿Es de oro?, susurré al oído de Rafael. De oro. Te subirás ahora a uno de sus brazos y cuando yo lo levante por los aires, tú cuélgalo del firmamento. Si antes del alba logran volar hacia ti, habrá escapatoria para todos. Yo les enseñaré el camino y tú, arriba, los recibirás. Así lo hice. Rafael empezó a pasarse de un brazo a otro y al tocarles, el candelabro comenzó a elevarse. Sobre mi frente se posó una hoja justo en donde la había tocado la mirada de mi amigo, una hoja de arce. Miré en derredor. No, ese no era el cielo. Pasaban las horas y yo sin encontrarlo todavía. Muy bien sabía que abajo las gentes se habían reunido y Rafael rozaba uno a uno con sus dedos finos y ellos comenzaban también a elevarse, pero yo no podía detenerme. ¿Dónde estará el cielo? ¿Dónde? ¿Dónde? Pasamos ahora a la lectura de mis estudiantes de rumano de la Universidad Autónoma de Barcelona. Justinia Sumshi, Jaume Camins, Ana Carmen González, Esteban Jiménez Neculman, Diana Rancu, Karina Enciso y Fidum leerán en este orden poemas de Chelán en varios idiomas. Le doy la palabra a Justinia, cuya familia es originaria precisamente de Chernovitz, como la de Chelán. Sí. Os voy a leer dos poemas. El primero, Iliabe, traducido al francés por Martin Broda, y el poema Tenebrae, traducido al ruso por Olga Sedakova. Il y avait un air de figure sur ta lèvre. Il y avait Jérusalem autour de nous. Il y avait l'odeur de pain blanc sur le bateau danois auquel allait notre gratitude. Il y avait moi en toi. Tenebrae. Рядом мы, Господь, рядом рукой ухватишь. Уже ухваченный, Господь, друг в друга вцепившись, как будто тело любого из нас, тело Твое, Господь. Молись, Господь, молись нам, мы рядом. Криво шли мы туда, мы шли нагнуться над Лоханью и мертвым вулканом. Пить мы шли, Господь. Это было кровью, это было тем,
что Ты пролил, Господь. Она блестела. Твой образ ударил в глаза нам, Господь. Рот и глаза стояли открыто, и пусть, Господь, мы выпили это, Господь, кровь и образ, который в крови был, Господь. Молись, Господь, мы rядом. Bé, jo ara llegiré 2 poemes de Cristall Galè, traduïts al català per Arnau Pons. Bé. Estar-se dret, a l'ombra, del senyal de les nafres dins l'aire, per res i per ningú, dret, no reconegut, només per tu, amb tot allò que hi té cabuda, també sense la llengua. Rossegada per l'àcid d'una absència de somnis, la terra de pa, recorreguda sense dormir, alça la muntanya de vida. Amb la seva engruna, pastes de nou els nostres noms, que jo, un ull igual, el teu en cada dit, vaig palpant en cerca d'un lloc per on el meu vetllar pugui créixer fins a tu, amb la lluminosa espelma de fam dintre la boca. Por José Luis Reina Palazón, Los años de ti a mí, de Amapola y Memoria y de Umbral en Umbral. Los años de ti a mí. De nuevo se ondula tu cabello cuando lloro. Con el azul de tus ojos cubres la mesa de nuestro amor, un lecho entre verano y otoño. Bebemos lo criado por alguien que no era yo, ni tú ni un tercero. Saboreamos algo vacío y último. Nos vemos en los espejos del mar profundo y nos pasamos más deprisa las viandas. La noche es la noche, comienza con la mañana, que me tiende junto a ti. Cenotafio. Esparce tus flores, forastero, esparcelas sin miedo. Tú las haces llegar a las profundidades, a los jardines. El que aquí debería yacer, no yace en parte alguna, pero yace el mundo a su lado. El mundo que sus ojos abrió ante tan diversa floración. Él, sin embargo, que percibió ciertas cosas, se puso de parte de los ciegos. Anduvo y recogió demasiado. Recogió el perfume y quienes lo vieron no se lo perdonaron. Entonces se fue y bebió una insólita gota, la mar. Los peces. ¿Acudieron a su lado los peces? Yo ahora leeré 2 poemas de Umbral en Umbral, traducidos al castellano por Jesús Manarriz. Dimorfo. Haz que tu ojo en la habitación sea una vela, tu mirada una mecha, haz que yo esté lo bastante ciego como para encenderla. No, haz que sea distinto. Sal de tu casa, enjaeza tu sueño lunarado, haz que sus cascos hablen a la nieve que aventaste de la cima de mi alma. ¿Quién nos contaba las horas? Nos contaba las horas, sigue contando. ¿Qué va a contar? Di, cuenta y cuenta. Ni refresca, ni aumenta la noche, ni la humedad. Todo lo que nos ayudó a escuchar, ahora escucha por sí solo. Bien, yo ahora leeré los poemas Cântec de Dragoste, escrito en rumano, y Mein Hagelkog, de Atem Cristal. Cântec de Dragoste. Când vor începe și pentru tine nopțile dimineața, ochii noștri fosforescenți vor coborî din pereți, niște nuci sănătoare. Te vei juca cu ele și se va revărsa un val plin prin fereastră. Unicul nostru naufragiu, podea străvezie prin care vom privi camera goală de sub camera noastră. O vei mobila cu nucile tale și îți voi pune părul pe deala fereastră. Va veni cineva și în sfârșit va fi închiriată. Ne vom întoarce sus să ne înnecăm acasă. Mein Hagelkog. Bei Hagelkog im brandigen Maiskolben daheim, den späten, derharten Novembersternen, gehorsam. In der Herzfaden die der Würmer geknüpft feine Sehne, von der deine Pfeilschrift schwirrt.
Y ahora leeré los poemas Flower, de Hamburger, y Cualquier piedra que levantes, en la versión española de José Ángel Valente. Flower. The stone in the air which I follow, your eye as blind as the stone. We were hands, we veiled the darkness empty. We found the word that ascended summer. Flower. Flower, a blind man's word. Your eye and mine, they see to water. Growth, hard wall upon hard wall, adds petals to it. One more word like this word, and the hammers will swing over open ground. Cualquier piedra que levantes. Cualquier piedra que levantes, desnudas a los que piden la salvaguardia de las piedras. Desnudos renuevan el entramado desde hoy. Cualquier árbol que abatas, armas el lecho en donde las almas nuevamente se acumulan, como si no temblase a su vez das las gracias a la corrupción. Yo ahora leeré dos poemas, Cristal y Een oog open, traducidos al neerlandés por Jan Hilkens y Ton Nijekens. Kristal. Niet aan mijn lippen zoek je mond. Niet voor de poort de vreemde. Niet in het oog de traan. 7 nachten hoger nadert rood tot rood. 7 harten dieper klopt aan de poort de hand. 7 rozen later ruist de bron. Een oog, open. Uren, mijkleurig, koel. Wat niet meer te noemen is, heet, hoorbaar in de mond. Van niemand de stem, weer. Kwellende oogapeldiepte. Het lid staat niet in de weg. De wimper telt niet wat intreedt. De traan, half. De scherpere lens, beweegbaar. Zoekt u de beelden. Seguiré yo con el poema Para la sombra de Mariana, escrito en rumano, poem pentru umbra Marianei. Isma iubirii a crescut ca un deget de înger. Să crezi. Din pământ mai răsare un braț răsucit de tăceri, un număr ars de dogoarea luminilor stinse, o față legată la ochi cu năframa neagra vederii, o aripă mare de plumb și alta de frunze, un trup istovit în odihna scăldată de ape. Să-l vezi cum plutește prin ierburi cu aripi întinse, cum urcă pe o scară de vase spre o casă de sticlă, în care cu pași foarte mari rătăcește o plantă de mare. Să crezi că e clipa acum să-mi vorbești printre lacrimi, să mergem desculți într-acolo, să-ți spun ce ne e dat, doliul sorbit din pahar sau doliul sorbit dintr-o palmă, iar planta nebună să adoarmă auzindu-ți răspunsul. Ciocnindu-se în beznă să sune ferestrele casei, spunându-și și ele ce știu, dar fără să afle, ne iubim sau nu ne iubim. Cerrando esta lectura multilingüe de poemas, invito al señor Karol Iancu a leer dos poemas escritos por él mismo bajo el seudónimo Tristan Jonco sobre Paul Celan. Monsieur Karol Iancu. J'ai consacré, il y a un certain nombre d'années, 2 poèmes dans un recueil de poèmes de la Shoah à Paul Celan. Donc je vais lire effectivement le poème d'abord en français et ensuite en roumain. Tu es né dans la douce Bucovine où les prairies des pavots et les jardins de roses accueillent des abeilles et des oiseaux, où la forêt cache les plus pures des sources. Tu as grandi dans le croisement des langues, entre les prières hébraïques et les sons de cloches,
dans la ville aux clameurs prophétiques, où les contes de fées embrassent le psautier. Tu t'es éveillé aux rêves de la jeunesse lorsque la guerre éclata, obscurcissant l'horizon. Tu as dû quitter à la hâte ta demeure, chassé sur les chemins de l'errance. Tes parents sont restés dans les étendues de neige entre les blocs de glace de la maudite Transnistrie. Survivant, tu as porté témoignage de poètes qui marchent titubant vers les soleils brûlants. Entre Sulamite la brune et la blonde Margaret, ton cœur a balancé. Quel étrange destin! Aimer écrire dans cette langue rugueuse qui fut celle des bourreaux de tes parents. Tu as creusé dans le ciel des tombes de l'angoisse avant de fustiger les détenteurs des légitimes joies, plongeant toute une génération dans la tourmente du regret et de la rédemptrice foi. Tu as quitté leur repentance accomplie, les rossignols et les peupliers de ton enfance. Tu as glissé du pont vers les vagues de l'éternité. Tu te promènes maintenant parmi les étoiles. Le deuxième poème est intitulé « De Tchernovitz à Paris ». Et avant de le citer, je me suis permis de marquer ces mots de Paul Celan. « Nul ne témoigne pour le témoin ». Tu es venu sur un nuage de nostalgie. D'abord, je vais peut-être lire le poème en roumain, excusez-moi, et ensuite je reviens à Tchernovitz et Paris. Te-ai născut în dulcea Bucovină, unde câmpiile întinse de maci și grădinile de trandafir primesc albinele și păsările, unde pădurea ascunde cele mai curate izvoare. Ai crescut la încrucișarea limbilor, între rugăciunile ebraice și sunetele clopotelor, în orașul cu strigăte profetice, unde basmele sărută psaltirea. Te-ai trezit către visele tinereții, când a izbucnit războiul, întunecând orizontul. A trebuit să-ți părăsești în grabă locuința, alungat pe drumurile rătăcirii. Părinții ți-au rămas în întinderile de zăpadă, între blocurile de gheață ale blestematei Transnistrii. Supraviețuitor, ai adus mărturia poetului care merge clătinându-se spre sorii arzători. Ai săpat în cer mormintele angoasei, înainte de a-i biciui pe cei care dețineau ilegitime bucurii, cufundând o întreagă generație în frământarea regretului și a credinței mântuitoare. După căința lor ți-ai părăsit privighetorile și plopii copilăriei, ai lunecat de pe pod spre valurile veșniciei, te plimbi acum printre stele. Și al doilea poem, le deuxième poème, de Tchernovitz à Paris. Tu es venu sur un nuage de nostalgie, laissant derrière toi Tchernovitz somnambule aux artères tranchées, un monde englouti au nom de la croix gammée devant la porte fermée de l'exil intérieur. Poète déraciné, tu nous as offert la rose de personne, rythmant la fugue de la mort, embaumant le sable des urnes, de seuil en seuil. Par la grâce du langage, de ta parole de feu, nous avons compris la torture de la lumière, les soleils sacrés, sevrés d'amour, les méandres de la respiration.
pendant que les cicatrices du temps restaient toujours ouvertes, les torrents de sang ont noyé le pavot et la mémoire. La maison de l'oubli s'est métamorphosée en moisissure verte, les caresses de la bien-aimée en couronne d'épines. Dernier maillon d'une chaîne rompue, les cheveux de ta mère n'ont jamais blanchi. Ton œil est toujours présent pour veiller, le lait noir de la source de la mer de l'absence. Tu reposes dans la cité du cœur d'Occident. Ton langage n'y est plus étranger. Tu nous as libérés du lourd fardeau de braise, étincelle d'amour, maître du temps. Și acum traducerea în limba română. Ai venit pe un nor de nostalgie, lăsând în urmă cernăuțiul somnabul, cu arterele tăiate, o lume înghițită în numele crucii încărligate, în fața porții închise a exilului interior. Poet dezrădăcinat, ne-ai oferit trandafirul nimănui, ritmând fuga morții, îmbălsămând nisipul urnelor, de la un prag la altul. Prin harul limbajului, al cuvântului tău de foc, am înțeles tortura luminii. Sorii sacri secătuiți de iubire, meandrele respirației. Pe când cicatricea timpului rămânea mereu deschisă, torentele de sânge au unecat macii și memoria. Casa uitării s-a metaformozat în mucegai. Mângâierile iubitei în coroană verde de spini. Ultima ta a unui lanț rupt, părul mamei tale nu a albit niciodată. Ochiul tău mereu prezent veghează laptele negru de la izvorul mării absenței. Te odihnești în cetatea din inima Occidentului. Limbajul tău nu mai e acolo străin. Ne-ai eliberat de povara grea de jeratic, scânteria iubirii, stăpân al timpului. Această traducere în limba română este datorată poetesei Laetitia Ilia. Cette traduction en langue roumaine est due à la poétesse roumaine Laetitia Ilia. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Carol Iancu. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous ces beaux poèmes qui comprennent des images, des syntagmes que les Celaniens reconnaîtront sans doute. Y han sido 20 poemas, un número que replica el año del nacimiento de Celan, pero también el día de su muerte. A la vez, tal como celebramos este año no solo el centenario de su nacimiento, sino también conmemoramos 50 años desde su prematura desaparición. Vida y muerte, Eros y Tánatos, núcleos radiantes de su escritura, de su desgarradora sensibilidad, de su lucidez, honestidad y entereza. Vamos a seguir leyéndolo, vamos a activar sus poemas, como decía John Felstiner, y vamos a seguir queriéndolo. Muchísimas gracias a todos, a los señores Carol Iancu y Víctor Ivanovich, los conferenciantes de lujo de hoy, por concedernos el privilegio de escucharlos. Gracias a mis alumnos, Justinia, Jauma, Ana Carmen, Esteban, Diana, Karina y Fi, por su lectura. Gracias a la Facultad de Filosofía y Letras y a la Facultad de Traducción e Interpretación por el apoyo que me han brindado.
Y no en último lugar, gracias a todos los asistentes por su presencia aquí. Aquí termina nuestro encuentro dedicado a Paul Celan. Muchísimas gracias a todos.